Tu peux rester jusqu'à la fin du mois, papa. Mais après, tu devras te trouver un autre endroit. Ce furent les mots de ma fille. Un samedi matin tout à fait ordinaire pendant le petit déjeuner. Le café était encore chaud. Le pain que je venais de réchauffer pour elle et son mari était encore sur la table. Et pourtant, elle l'a dit, en me regardant dans les yeux comme s'il s'agissait d'une conversation normale. Vous me mettez dehors ?» demandai-je, incrédule. « Nous ne te mettons pas dehors. Nous posons des limites. C'est notre maison. Et dernièrement, tu dis des choses qui nous dérangent. » Des choses que je dis. Car tu critiques toujours notre façon d'élever Ben. Tu parles mal de notre vie, tu dis que nous dépensons trop. Tu es devenu un monsieur je sais tout, papa. Et dans notre maison, la paix doit régner. Monsieur je sais tout. Je n'aurais jamais pensé entendre ça de ma fille. De quelqu'un que je portais dans mes bras il y a 20 ans quand elle faisait des crises d'asthme. De quelqu'un que j'ai élevé seul, après que sa mère soit partie sans un mot. Et pourtant, elle était là. La petite fille que j'avais protégée du monde entier, me jetait dehors comme un vieux meuble. Quand ma pension a pris fin, j'ai décidé de vendre ma petite maison à la campagne et de m'installer près de ma fille, à São Paulo. Elle m'avait dit que c'était une bonne idée. Elle m'avait dit que mon petit-fils serait heureux de me voir plus souvent. Elle m'avait dit que son mari Daniel me respecterait. Des mensonges. 2 mois après mon déménagement, les piques ont commencé. « Papa, tu ne dois pas intervenir à chaque dîner. Tu as une opinion très tranchante, tu sais. Reba n'est qu'un enfant. Il n'a pas besoin de sermons. » Mais je ne faisais pas de sermons, j'avertissais. Quand j'ai vu qu'ils avaient des dettes de carte de crédit, je l'ai dit. Quand j'ai remarqué que Daniel pariait en cachette en ligne, je l'ai dit. Et maintenant, j'étais un « monsieur je sais tout ». Ce soir-là, je suis allé marcher. J'avais besoin de clarifier mes idées. La ville était froide, mais mon visage brûlait d'humiliation. À 60 ans, après une vie comme technicien d'ascenseur, j'avais été jeté dehors de chez ma fille comme un objet indésirable. Et le pire, je connaissais cet immeuble dans lequel il vivait, pas comme locataire, comme technicien. Dans les années 90, j'avais installé une partie des installations hydrauliques dans ces tours. Quand je travaillais encore pour l'entreprise de construction Eliane, je me souvenais de chaque étage, de chaque local technique, de chaque conduit caché où nous avions mis des câbles et des panneaux. Et c'est justement là, devant ce bâtiment où j'étais désormais traité comme un intrus, que j'ai eu l'idée. Le lendemain matin, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit sur le planifier mon départ, je suis allé sur le site de la mairie. J'ai examiné le nom de l'immeuble, le constructeur, les registres publics, et c'était écrit « Immeuble Augusta Real », propriété d'un groupe d'investissement argentin en phase de liquidation au Brésil, en d'autres termes, à vendre. J'ai appelé un vieil ami de l'ordre des ingénieurs et demandé « Connais-tu quelqu'un qui négocie la vente d'immeubles anciens en bloc ?» 2 jours plus tard, j'étais dans une salle de réunion, avec une veste empruntée, un dossier complet de l'immeuble à la main. J'avais apporté avec moi les économies de 35 ans de travail, le produit de la vente de mon ancienne maison et un prêt approuvé, possible grâce à une vie sans dette et à un dossier financier impeccable. Mon offre était simple. Je veux acheter tout l'immeuble, en espèces. Le courtier a écarquillé les yeux. Vous savez ce que vous faites ? Ce sont 12 appartements. Je le sais. Et je veux garder tous les locataires, sauf 2. Il n'a même pas demandé lesquels. 3 semaines plus tard est arrivée la confirmation. Vente approuvée. Transfert de propriété enregistré. L'immeuble était désormais à moi. Le contrat fut signé dans une pièce silencieuse. Ça sentait l'encre fraîche et le papier chaud tout juste imprimé. J'ai signé en tant que Leonardo Keller, unique propriétaire. Et ce même jour, j'ai remis personnellement au concierge de l'appartement 302 une enveloppe. À l'intérieur, ajustement officiel du loyer, triplé, valable dès le mois suivant, et un billet écrit à la main. Peut-être comprendras-tu maintenant, ma fille, ce que signifie le mot respect. Salutations, le monsieur je sais tout qui a construit cet immeuble brique par brique. Le lendemain matin, tout l'immeuble était sous le choc. Le gardien Arnaldo m'a appelé. Monsieur Leonardo, les locataires du 302 sont furieux. Ils disent que vous êtes devenu fou, que c'est un abus. J'ai souri de l'autre côté du fil. Pour l'abus, Arnaldo, c'est de profiter de la bonté de quelqu'un puis de le traiter comme des déchets. Moi, je ne fais qu'ajuster le loyer au prix du marché. Ose. Et ils doivent vraiment partir? S'ils ne peinent pas, oui. L'ancien contrat a expiré le mois dernier. Et maintenant, l'immeuble est à moi. Quelques heures plus tard, est arrivée la visite que j'attendais.
La porte de mon nouveau bureau en location s'est ouverte brusquement. « Circe, tu as acheté l'immeuble où j'habite » criait ma fille, bouleversée, comme si c'était un cauchemar. Daniel entra derrière elle, plus calme, mais clairement furieux. « Oh, c'est une vengeance? Tu veux nous humilier ?» Je me suis levé calmement, je les ai regardés et j'ai dit « Je ne veux humilier personne. Je vous donne seulement ce que vous avez demandé, de la distance. » « Ah, de la distance? C'est de la vengeance, papa, » cria-t-elle. « Et étrange? Je pensais que vous aimiez tant la paix. » Silence, lourd comme une pierre. « Tu ne peux pas nous faire ça. » « Je peux. Et je l'ai fait, parce que non seulement vous m'avez chassé de chez vous, vous m'avez humilié. Vous m'avez traité de monsieur je sais tout, comme si mon opinion ne valait rien. Mais si la vie m'a appris une chose, c'est que personne ne reste au sommet s'il crache sur celui qui l'y a porté. Ils sont partis sans dire un mot, mais le mal était déjà fait. 2 jours plus tard, un mail officiel de leur avocat est arrivé avec l'accusation. Abus, vengeance émotionnelle et persécution familiale. J'ai répondu avec 3 documents. 1. Une nouvelle évaluation du marché de la zone, prouvant que l'augmentation respectait les limites légales. 2. Un nouveau contrat de location standard, identique pour tous les locataires, avec remise pour paiement anticipé. Une capture d'écran d'un message WhatsApp de ma fille, où elle écrivait « Je ne te supporte plus. Tu nous étouffes. Va vivre ta vie ailleurs. » Carlos Mendez, mon avocat, a éclaté de rire après avoir tout lu. « Leonardo, si ça finit au tribunal, ils t'accorderont même des dommages-intérêts pour la souffrance. » Je ne veux pas d'argent, Carlos. Je veux juste retrouver ma dignité. Je ne m'attendais pas, cependant, à l'impact que cela aurait sur le voisinage. La directrice de l'immeuble, Madame Martha, s'est approchée de moi. « Monsieur Keller, je ne veux pas me mêler. Mais j'ai entendu dire que vous êtes le nouveau propriétaire. Et je voulais seulement vous remercier. » Mais me remercier? Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons quelqu'un qui connaît vraiment cet immeuble. Quelqu'un qui s'en soucie. L'ancien propriétaire ne pensait qu'au profit. Et vous avez déjà réparé l'ascenseur, remplacé l'éclairage du garage et vous écoutez les locataires. Je suis resté silencieux un moment. J'ai compris que ce qui avait commencé comme une vengeance était devenu quelque chose de plus grand. La semaine suivante, ma fille et Daniel ont commencé à bouger. Ils ont mis en vente l'appartement. Mais comme le loyer était beaucoup plus élevé qu'avant, personne n'était intéressé. Et comme le contrat de location était encore à mon nom en tant que propriétaire, toute transaction nécessitait ma signature. Ils étaient piégés. Puis je reçus un message d'elle. « Papa, pouvons-nous parler? Juste nous deux ?» Nous nous rencontrâmes dans un café modeste loin de l'immeuble. Elle semblait épuisée, de profondes cernes, les cheveux attachés en désordre. J'ai exagéré, je le sais. J'ai été cruel. Mais toi aussi, papa. C'est devenu une guerre. Et ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Je ne faisais que me défendre. Elle baissa les yeux. Daniel insiste pour que je parte. Il dit que tu es devenu fou. Mais au fond, je sais que lui aussi a commis des erreurs. Il ne t'a jamais respecté. J'attendis. Que veux-tu, papa? Que tout cela s'arrête. Je la regardai dans les yeux et répondis. Je ne veux pas que tu souffres encore. Mais je ne laisserai pas tout passer comme ça. Je veux que tu admettes que ton comportement a été mauvais, que tu m'as traité comme un poids, alors que j'ai toujours voulu seulement te protéger. Et une autre chose, je veux que tu l'enseignes à ton fils, car s'il grandit en voyant son grand-père humilié, un jour il répétera le même schéma. Elle hocha la tête, les larmes coulaient sur son visage. Me pardonneras-tu? Pas encore. Mais peut-être un jour. Ce soir-là, je rentrais à la maison le cœur plus léger. Je savais qu'elle regrettait. Mais le repentir seul ne construit pas de pont. Il faut des actions, et seul le temps dira si elle changera vraiment. En attendant, je poursuivis mes projets pour l'immeuble. Je commençais à rénover les couloirs. J'engageai une nouvelle entreprise de nettoyage. J'offris aux locataires âgés une réduction de 15%. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentis de nouveau utile. Le vendredi suivant, Mélissa, une jeune locataire du 6e étage, vint me remercier. « Monsieur Leonardo, mon grand-père était comme vous. Très strict, mais juste. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous. » Je souris. Peut-être étais-je encore un grand bavard agaçant, mais désormais j'étais un homme avec de la force, un but, et le respect que j'avais toujours mérité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation au café. Elle n'avait plus donné signe de vie. Aucun message, aucun appel, aucun signe.
Mais je savais que même le silence parle, parfois plus que les mots. Elle réfléchissait, et peut-être, pour la première fois en tant qu'adulte, faisait-elle face aux conséquences de son orgueil. Entre-temps, Daniel avait disparu. Un voisin me dit qu'il dormait chez un collègue de travail. Ils s'étaient disputés violemment. Les cris s'entendaient depuis le couloir. Elle, avec mon petit-fils dans les bras, pleurait. Et moi, je n'en tirais aucune joie. Je ne le lui souhaitais pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limites. Le dimanche après-midi, alors que je rangeais les boîtes à outils au rez-de-chaussée de l'immeuble, Ben, mon petit-fils, descendit avec son sac à dos. « Papy, je peux rester chez toi ce soir ?» Je m'agenouillais, le regardais dans les yeux. « Ta maman t'a donné la permission ? Elle est triste. Elle a dit que je peux, si je veux. » Je soupirais. « Bien sûr que tu peux, mon petit homme. Il y a les boules de fromage et les vieux dessins animés. » Il sourit. Ce sourire qui fait fondre n'importe quel cœur dur. Nous montâmes. Et cette nuit-là, alors qu'il dormait sur le canapé, enveloppé dans la couverture bleue que j'avais conservée depuis son enfance, je compris que c'était peut-être là ma dernière mission. M'assurer qu'il ne répète pas les erreurs de ses parents. Le lundi, je fus invité à une rencontre inattendue. Un entrepreneur chinois nommé Monsieur Zhao, propriétaire d'une chaîne de salles de sport et de coworking, voulait acheter une partie de l'immeuble pour transformer 2 étages du rez-de-chaussée en locaux de luxe. L'offre était tentante. La somme aurait suffi pour rénover le reste de l'immeuble, installer des panneaux solaires et maintenir des loyers abordables. Mais il y avait un détail. Nous devrions libérer les appartements 101 et 102, ceux qui ont un accès direct à la rue. L'un d'eux est occupé par votre fille, n'est-ce pas ? J'acquiesçais en silence. L'univers semblait jouer avec mes limites. Je rentrais à la maison avec les documents sous le bras. Ben regardait des dessins animés. Et ma fille, elle était dans la cuisine à préparer du riz aux lentilles. Une recette qu'elle avait apprise de moi il y a de nombreuses années. Nous restâmes en silence quelques minutes. Finalement, elle dit « Daniel a demandé le divorce. » Je ne répondis pas. Elle continua. « Il a dit que j'étais devenue une autre personne. Orgueilleuse, arrogante, aveugle. » Je m'arrêtais. Je posais les documents sur la table. « Et toi ? Es-tu d'accord avec lui ?» Elle hocha la tête en larmes. « Je suis devenu tout ce que tu m'avais appris à ne pas être. » Nous restâmes simplement là, en silence, écoutant le riz qui bouillait dans la casserole. Le lendemain, elle vint vers moi spontanément. « Papa, si tu veux vendre, vends. Ben et moi, nous nous en sortirons. J'ai déjà cherché un appartement plus petit dans le quartier de Limão. C'est loin, mais c'est ce que je peux me permettre. » Je la regardais, d'un regard fatigué mais décidé. « Carson, tu n'as pas besoin de partir. » Elle me regarda surprise. « Que veux-tu dire ? » « Homme, reste au même endroit. Mais désormais, tu payeras un loyer équitable, comme les autres locataires. Ni plus, ni moins. Sans privilège, mais aussi sans punition. » Elle hésita. « Ah, et Monsieur Zhao ?» Bill reste à l'arrière. Pas devant. J'ai négocié avec lui. J'ai réussi à obtenir que tu puisses rester, à condition que tu respectes le contrat comme tout le monde. Elle pleura. Pas de tristesse, de soulagement, et finalement, de gratitude. Le vendredi, elle signa le nouveau bail en tant que locataire officiel. Je lui remis une copie authentifiée avec un mot. « Ma fille, je ne veux ni applaudissements, ni statut. Je veux seulement que tu comprennes. Quand un père corrige, il ne le fait pas par méchanceté. Il le fait par amour. Et quand un père se retire, c'est parce qu'il aime encore plus. » Elle m'enlaça fort. Pour la première fois, je sentis qu'elle était redevenue ma fille. La semaine suivante, l'immeuble commença à se transformer. Le rez-de-chaussée devint un espace avec des cafés, un coin lecture, une zone de coworking et même un lieu partagé pour les événements des résidents. Nous installâmes un éclairage intelligent, des ascenseurs silencieux et un système de sécurité avec reconnaissance faciale. Tous les anciens locataires restèrent, elle aussi. Je suis Ben. Maintenant, à 60 ans, je n'étais plus seulement le grand bavard. J'étais le syndic le plus respecté du quartier, le propriétaire d'un lieu devenu symbole de convivialité, et surtout, le grand-père qui avait reconstruit sa famille, non pas en élevant la voix, mais brique après brique. Lors de la cérémonie de réouverture de l'immeuble, Ben fit un discours devant tous les habitants. « Mon grand-père est le meilleur grand-père du monde. Ce n'est pas un bavard. C'est une voix sage. Tout le monde rit. » Et ma fille pleura en silence, la main sur le cœur. 2 mois après la réouverture de l'immeuble, quelque chose changea en moi.
Peut-être était-ce le sourire des voisins, ou les cafés laissés devant ma porte par les locataires, accompagnés de lettres de remerciement. Ou peut-être. C'était la paix. Oui, la paix. Après tant d'années passées à essayer d'être écouté, respecté, compris, ma présence enfin n'était pas seulement tolérée. Elle était appréciée, mais je savais que la vie ne ferme pas les cercles avec fracas. Elle chuchote. Et dans un de ces chuchotements arriva quelque chose d'inattendu. Ben m'appela dans sa chambre et dit « Papy, peux-tu voir mon devoir ?»« Bien sûr, champion. » Il ouvrit un cahier coloré et il y avait une illustration. Un homme aux cheveux gris, un trousseau de clés à la ceinture et un gilet réfléchissant. « Ah, c'est moi ?» demandai-je en souriant. Il secoua la tête. « Non, c'est super papy. » Je ris. « Et que fait-il ?» Ben répondit avec des yeux brillants. « Il sauve les familles. Sans crier, il répare les bâtiments. Et il guérit les cœurs. » Je fermai les yeux un instant. Cette phrase valait plus que n'importe quel testament. La semaine suivante, ma fille me demanda quelque chose d'inattendu. « Papa, tu donnerais un cours à l'école de Ben ?»« Un cours ?»« Sur quoi ? » ?»« Oui, sur la cohabitation intergénérationnelle, sur la manière de résoudre les conflits sans haine. » Je ris. « Depuis quand suis-je un exemple dans la résolution des conflits ?» Elle sourit. « Depuis que tu as cessé de vouloir gagner et que tu as commencé à écouter. » C'était la première fois depuis longtemps que j'entendais de sa part quelque chose comme cela. De l'admiration. Le jour du cours, j'étais accueilli par une classe pleine d'adolescents qui me regardaient comme si j'étais un personnage de film. Je commençais à raconter mon histoire. Je ne cachais pas mes erreurs, ni mon orgueil, ni la douleur d'avoir été appelé bavard à la maison. Mais je racontais aussi comment j'avais réussi à changer, et je conclus par une phrase qui déclencha un véritable applaudissement. La pire solitude n'est pas d'être seul, c'est d'être ignoré par ceux que l'on a aimés plus que soi-même. Mais si tu continues à faire le bien, même sans applaudissements, le monde comprendra un jour que ce que tu portais, ce n'était pas de l'entêtement, c'était un excès d'amour. Sur le chemin du retour, quelque chose me surprit à l'entrée de l'immeuble. Une nouvelle plaque, juste au-dessus de l'entrée. Des lumières jaunes, de grandes lettres et un nom. Bâtiment Keller en l'honneur de la sagesse qui ne construisait pas seulement des murs. Elle construisait des ponts, je m'arrêtais. Madame Martha, l'administratrice, s'approcha avec un sourire complice. C'était une idée de ta fille, approuvée par tous les locataires. J'avalai difficilement. Je ne mérite pas tout ça. Elle posa la main sur mon épaule. Peut-être pas autrefois, mais aujourd'hui, Leonardo, tu mérites chaque mot. Ce soir-là, ma fille apporta une tarte aux pommes qu'elle avait préparée elle-même. Ben écrivit « Meilleur papy de la planète » avec du glaçage à la cannelle dessus, et nous dînâmes ensemble, nous trois, comme une famille, sans rancune, sans masque, sans de bouche de trop, juste des voix qui avaient enfin appris à s'écouter. Des mois plus tard, je décidai de transmettre l'immeuble à d'autres. Je ne le vendis pas. Je le transformai en fondation avec une clause inviolable. Il ne sera jamais vendu à un promoteur. Il ne deviendra jamais un centre commercial. Il ne sera jamais défiguré par le profit. La fondation Keller sera gérée par les mêmes résidents. Ben deviendra l'un des curateurs, lorsqu'il aura 25 ans. Et ma fille, qui autrefois m'avait chassé de chez moi, prend désormais soin de la maison que j'ai laissée en héritage. Au dernier étage de l'immeuble, où autrefois il y avait un entrepôt abandonné, j'ai aménagé un petit observatoire. J'ai acheté un télescope d'occasion et un fauteuil en cuir. Le soir, je m'assieds de là. Je regarde les lumières de la ville, les voitures, les couples qui se disputent et se réconcilient. Et je pense, combien d'histoires peut contenir un seul bâtiment? Combien de rebondissements peut avoir la vie quand tu cesses de combattre et que tu commences à construire? Parfois Ben monte là-haut avec moi. Il regarde le ciel et demande « Papy, tu crois que le ciel aussi a des étages ?» Bien sûr. Et tout en haut, le dernier étage est toujours réservé à ceux qui, ici-bas, ont guéri les cœurs. Il sourit, et moi aussi, parce que j'ai compris que, même si on m'a traité de bouche de trop, j'ai dit ce qui devait être dit. Et au final, ma voix non seulement s'est fait entendre, elle a construit une maison,